ce qui est le plus important aussi, c'est le contexte. C'est-à-dire que est-ce qu'il a des facteurs de risque ou pas. Si on a une douleur dans la poitrine et qu'on n'a pas de facteur de risque, en général, les urgences, parce que les urgences, c'est pas que la nuit, parfois c'est l'après-midi. Et donc, du coup, les malades, parfois, attendent un petit peu, mais parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour sauver un infarctus en attendant. Il me dit, mais je sais pas pourquoi, il fumait, donc je lui ai fait un électro. Et en fait, c'était un infarctus sur une compression une compression de bras qui peut être à tout moment traumatique. Drike Talks. On a vu dans une première partie l'infarctus, donc là où en fait tu es réveillé en urgence et tu traites ton malade. Les coronarographies programmées, là, est-ce que tu peux dire comment ça se passe? Bon, c'est à peu près, donc on est un petit peu plus du côté paramédical, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants pour faire le ménage, puisqu'en fait on va sur des rythmes d'à peu près un malade toutes les 30 minutes. Okay. Il faut que ça aille vite. Ça dépend parfois quand on doit mettre un stent, ça prend un petit peu plus de temps, mais une coronarographie, globalement, il y a un temps d'attente qui est un petit peu embêtant puisqu'en fait, on n'a qu'une seule salle où on doit y faire aussi les urgences parce que les urgences, c'est pas que la nuit, parfois c'est l'après-midi. Et donc, du coup, les malades parfois attendent un petit peu, mais parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour sauver un infarctus en attendant. Même étape, la pose du désilet au niveau du poignet, sous anesthésie locale. C'est-à-dire on n'est jamais endormi pour une coronarographie dans notre centre. Il y a certains centres où les gens à l'époque étaient endormis, mais c'est de plus en plus rare puisque c'est pas compatible finalement avec la sortie le soir même. Donc en fait les gens, je pense qu'ils préfèrent ne pas être endormis, quand même anesthésiés, et de sortir le soir même, si les examens sont rassurants. Donc on monte un cathéter, on va injecter dans les deux coronaires, et si les deux coronaires sont bonnes, c'est que tout va bien. On met pas de stent, le malade sort le soir même. Okay. Après une compression du poignet, puisque vu qu'on passe par l'artère, il faut comprimer le poignet pendant environ entre 2 et 3 heures. Donc là aussi, il y a un petit temps où il faut attendre, mais voilà. Mais si l'examen est rassurant, on sort le soir même. Puis si l'examen n'est pas rassurant, on pose le stent en prévention sur un rétrécissement en général. Il faut que la plaque de cholestérol soit au moins rétrécie à 70%. Il faut qu'elle entraîne un rétrécissement du vaisseau de 70%. Pour pouvoir poser un stent. Donc, parfois, il y a un rétrécissement de 99%, ça passe juste sur un petit fil. Et là, dans ce cas-là, on met le stent aussi avec on est plutôt détendu quand non, mais par rapport à en pleine nuit, quand c'est un infarctus, sûr, parfois il y a un peu de musique, les gens rigolent, on fait des blagues. Enfin, c'est vraiment pas une ambiance austère. Ouais. Moi, j'ai remarqué, par exemple, comme au bloc opératoire où tout le monde est endormi, nous, c'est au bloc opératoire, mais au 5e étage, donc c'est pas au sous-sol de l'hôpital. Il y a quand même c'est un vrai bloc, condition de stérilité, mais c'est pas un vrai bloc dans l'austérité. On voit que, puisque les gens sont pas vraiment endormis, donc tout le monde parle avec tu peux parler aux patients, tu peux celui d'avant, dire ce que tu trouves à l'examen, parce que si jamais tout est normal, tu peux lui dire directement en disant tout est normal, monsieur, arrêtez de fumer et rentrez chez vous. Mais par contre, si c'est pas normal, effectivement, tu peux lui dire directement, tu peux lui expliquer ce que tu fais. C'est ça. Et les gens discutent entre eux. D'ailleurs, j'ai une belle histoire. Hier, je me suis occupé d'un de tes malades, dont le frère venait d'avoir un stent posé, pas par moi, mais par mon collègue du matin. Donc, c'était le premier malade que je faisais. Et il venait de voir que son frère était à côté, dans la même salle. Parce qu'on a une salle après de surveillance où il y a 4 malades quand ils ont été stentés. Et en fait, ton patient a vu son frère en face en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Et toi ?» « Moi aussi. » Et il y en avait un qui venait pour un semi-infarctus, pas urgent, donc pas trop de casse, et puis l'autre qui venait pour une coronarographie programmée. Mais bon, finalement, ça leur a auto-rajouté un facteur de risque chacun. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop aussi. L'hérédité, hyper important. Au-delà de la prise de sang, quand les patients ont des liens de parentalité avec quelqu'un qui a fait un infarctus, c'est hyper important ça. Et ça guide vachement notre... très gros facteur de risque. Notre prescription d'examen. Et malheureusement, le malade n'y est pour rien, mais c'est un gros facteur de risque. C'est-à-dire on peut faire tout ce qu'on veut, aller courir, aller faire manger bien. Et en fait, c'est une composante qui est, je pense, difficile à estimer. À estimer. Et les gens, en fait, les gens n'arrivent pas à rendre compte qu'il y a parfois des composantes génétiques, pas des maladies génétiques en tant que telles, mais des prédispositions. C'est ça, à fixer le cholestérol. Et ils ne le disent pas d'ailleurs. Vous avez une lignée paternelle où vous avez que des infarctus, vous pouvez bien tout faire, et il faut tout faire pour diminuer la probabilité, mais vous êtes quand même à ce risque par rapport à la population générale. Et c'est important de le savoir. Je pense que tout le monde n'est pas allé sous la même étoile, que parfois il y a des gens qui ont des prédispositions pour être diabétiques, pour être hypertendus à 30 ans, mais c'est juste qu'il faut faire les choses mieux que les autres, il faut les dépister et les traiter mieux que les autres
pour toujours diminuer la probabilité. C'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on peut toujours combattre, c'est pas parce qu'il y a eu des infarctus très tôt qu'on peut... Nous, on peut pas agir, parce que c'est vrai qu'en ayant un facteur de risque héréditaire, nous, on va être plus strict sur les autres, notamment sur le cholestérol. On va dire, vous voyez, votre voisin qui n'a pas un père qui a eu un stent, on va être moins strict avec lui. Vous, chez vous, le tabac, c'est niet. Exactement. Le cholestérol, c'est le plus bas possible. Et en fait, on peut toujours l'éviter. Il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que si on est bien pris en charge, bien orienté, bien guidé, et qu'on s'intéresse un minimum... Voilà. Que le patient est conscient de son risque, ça, c'est ça le plus important. Exactement. C'est qu'il soit conscient du fait qu'il peut faire un infarctus ou un événement cardiovasculaire dans tous les moments, à tous les moments de leur vie, et juste de tout faire bien pour éviter que ça arrive, quoi. C'est ça. Trop bien, on est un peu divagué. Moi, je voulais parler du moment où les artères sont bouchées, enfin, qu'on aura fibre programmée. Ouais. Et qu'est-ce que tu as à ta disposition pour les traiter en fonction du type d'artère. Donc, l'idée, ce que j'ai envie que tu décrives, c'est potentiellement la mise d'un stent, le ballon actif, la CTO pour les lésions un peu complexes. Et quand est-ce qu'il y a une indication de chirurgie, de pontage, comment vous prenez la décision pour dire, OK, ce patient, je ne lui mets pas des stents, mais par contre, il faut qu'il aille sur la table pour faire des doubles, triples, quadruples pontages. Alors, globalement, pour essayer de rester assez simple, quand on a une lésion très courte sur un seul des 3 vaisseaux, en général, on va aller mettre un stent. Parfois, on peut aussi ne rien faire, c'est-à-dire laisser un traitement médical quand, par exemple, il y a des contraintes de taille. Il faut savoir qu'une artère coronaire, ça fait entre 5 mm pour le tronc, et puis nous, on a une capacité d'aller mettre un stent jusqu'à 2,25 mm de diamètre. En dessous, il y a des artères qui font 1,5 mm. On ne pourra pas les traiter avec un stent, parce que nos plus petits stents font 2,25. Okay. Tout simplement pour l'épaisseur de la maille de fer. En fait, l'épaisseur en fer qui va déjà être une composante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des stents d'1 mm parce que rien que la maille, finalement, ça n'apporterait rien, le sang ne circulerait pas mieux. Pour ces petites lésions, on peut mettre des ballons. Donc le ballon actif, c'est à l'époque, dans les années 80-90, on avait donc que des ballons. Donc on traitait avec des ballons, mais on l'a vu, la problématique, c'est que ça ne tenait pas. Ça ouvrait bien au moment, mais ça ne tenait pas dans le temps. Donc les gens revenaient, un coup de ballon, 3 ans plus tard un autre coup de ballon, et voilà. Nous, c'est vrai que les malades qu'on dilate, en général, on leur met un stent, après on n'est pas souvent obligé d'y retourner pour aller revoir. Donc sur des petites artères, on utilise le ballon, on peut utiliser surtout le ballon actif, c'est vrai que c'est un ballon qui est enveloppé d'une molécule qui permet de retarder la resténose, c'est-à-dire que comme à l'époque où on mettait que les ballons, ça resténosait assez rapidement. Là, on va permettre de gagner un petit peu de temps puisqu'il y a une molécule antiproliférative autour du ballon qui va s'appliquer sur l'artère et qui va empêcher qu'elle s'inflamme et que du coup, elle se rétrécisse dans le temps. Au bout de plusieurs années ou plusieurs mois, il y a des gens qui ont des ballons actifs sur des petits vaisseaux parce qu'on pouvait faire que ça et qui n'ont jamais resténosé, donc ça marche réellement. Ensuite, donc le stent quand il y a des lésions uniques. Et puis le pontage, en général, c'est quand on a les 3 artères qui sont malades ou sous certaines contraintes, c'est-à-dire l'existence d'un diabète, parce qu'on sait que le diabète a tendance à altérer la durée de vie du stent. Donc voilà, on a dit tout à l'heure, un stent c'est à vie, pas tout le temps, et chez le diabétique, ça peut être un petit peu raccourci. Donc maintenant, aujourd'hui, nos collègues chirurgiens, ils ont surtout du travail chez les gens qui ont les 3 vaisseaux. C'est-à-dire qu'on devrait mettre, je sais pas, une dizaine de stents et on se dit que finalement, il vaut mieux ouvrir et faire un pontage. Ça représente pas beaucoup de malades, entre moins de 3% de tous les gens s'orientent. Alors à l'époque, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était 20-30%. Maintenant, c'est moins de 3% parce qu'on est de plus en plus performant avec les stents, avec des outils. On a des centaines de guides à notre disposition qui ont évolué chaque année et qui nous permettent d'aller de plus en plus loin. Sans mettre pour autant les chirurgiens au chômage tout de suite, mais, parce qu'on a quand même besoin d'eux sur ces cas où c'est trop complexe, où ça a trop traîné. Et là, dans ce cas-là, donc, il faut faire une chirurgie ouverte et qui prend un taux, qui va être gagnant sur la longévité, mais par contre, effectivement, qui est plus lourde à subir au début. Et parfois aussi, quand il y a des problèmes de valves, c'est ce qu'on l'a dit, s'il y a un problème de valve associé, parce qu'on peut opérer à cœur ouvert pour les valves ou les coronaires, et quand il y a les 2 associés, bien sûr, si on a une artère ou 2 artères, tant qu'on ouvre,
pour changer la valve, on va faire le pontage en même temps, ça ne change pas grand-chose pour le chirurgien, et ça nous permet quand même de gagner en longévité. Le pontage, il faut savoir qu'à l'inverse d'un stent, si le stent se bouche, il n'y a pas de réseau de suppléance, un pontage peut se boucher, puisqu'en dessous, il y a encore l'artère qui existe, donc c'est un peu, on a une double étoile, quoi. S'il y a un problème, on a une double étoile. En général, il n'y a pas de problème, mais s'il y a un problème, il y a une double chance. Et donc voilà. Et la CTO, ce que tu voulais dire, bon, la CTO, juste c'est deux mots parce que c'est compliqué, mais CTO, ça veut dire en gros des obstructions chroniques. Il y a des gens qui sont nés sous une bonne étoile et qui survivent à un infarctus, c'est-à-dire une occlusion, une artère bouchée. Et puis pour X raison, soit ils ont senti la douleur, soit parce qu'ils sont diabétiques, ils n'ont pas senti la douleur. Et dans ces cas-là, dans certaines conditions, on peut aussi aller faire des procédures complexes où on prend les deux poignets en général. Donc il nous faut un double abord, puisque étant donné que c'est bouché d'un côté, il faut qu'on injecte de l'autre côté pour voir la fin de l'artère. Et on peut être capable, alors c'est des procédures qui durent un peu plus longtemps, parfois plusieurs heures, d'aller déboucher une artère qui est bouchée depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la CTO. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps durant mon internat à comprendre. C'était le temps que je passe vraiment en unité de soins intensifs, c'était à Bichat. C'était de comprendre que toutes les lésions n'étaient pas faites de la même chose. Et même les patients, ils ont tendance à toujours dire en fait, j'ai une lésion, c'est soit un stent, soit un pontage. Et parfois, peu importe la lésion où elle est, si c'est une lésion de bifurcation, si c'est une lésion, justement, tu l'as dit, distale ou proximale, si c'est une lésion du tronc commun, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes traitements. Ouais. Et en fait, il y a toute une expertise pré-interventionnelle. Quand vous voyez l'arbre coronaire, en fait, c'est là où vous prenez un peu de temps et vous décidez exactement quel est le meilleur des traitements. Et en toute humilité, parfois, on n'est pas capable de répondre tout seul. On discute, que ce soit avec toi, que ce soit avec un chirurgien. On fait des staffs, c'est-à-dire que le malade, en général, parfois, on va lui dire aussi monsieur, aujourd'hui, je ne suis pas capable de savoir ce qu'il faut faire. Il faut qu'on en discute avec votre cardiologue traitant, mais aussi avec des chirurgiens. Et parfois, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup là-dessus, on se passe des coups de fil, puisqu'on a un centre, on n'a pas de centre chirurgical, donc on est obligé de trouver des combines pour discuter des dossiers. Et en fait, on a quand même une belle équipe marseillaise, voilà, avec qui on travaille, qui nous apporte cette expertise, avec même d'autres cardiologues qui donnent aussi leurs avis. Finalement, parfois, sur un dossier, il y a 10 avis, et puis il y en a 7 qui sont pour une stratégie, 3 autres, et puis finalement, on discute, et c'est des réunions pluridisciplinaires, et c'est ça qui on peut pas tout faire dans son coin. Ouais. Exactement, c'est ça qui est important. Après, il faut rappeler que c'est souvent en chorégraphie programmée, et donc du coup, il n'y a jamais d'urgence à traiter, et du coup, on peut se poser quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour trouver la bonne solution. Et quitte à revenir après pour faire une chorégraphie ou pour discuter autour d'une table et dire en fait, ce patient, on va le ponter, eh ben, au moins le patient aura la meilleure prise en charge, et c'est ça qui est le plus important. Trop bien. Il y avait aussi une chose, c'était... donc du coup, on l'a dit, sur les 10-15 dernières années, ça a avancé très vite. Toi, tu as un peu de vision sur ce qui va se passer au niveau coronaire, au niveau coronarographie sur les 5 prochaines années? Ou enfin, tu penses que le traitement sera toujours le même? Tu penses qu'il y a des choses, des techniques qui vont être plus performantes? On n'a pas parlé de tout ce qui est FFR. Tu m'as parlé aussi d'un truc au scanner, d'une évaluation au scanner aussi la dernière fois avec un patient. C'était quoi? C'était le FFR, mais au scanner, c'est ça? Ouais, il a fait faire virtuel maintenant. Ouais, mais voilà, c'est ça, exactement. Bon, pour moi, c'est pas hyper performant encore. Moi, je pense vraiment qu'au niveau technique, on a atteint, étant donné qu'on a des taux de complications qui sont quand même très rares maintenant, on a un peu atteint un plateau où on n'arrivera pas à faire beaucoup mieux, je pense. Okay. Même si on essaye de s'améliorer, mais je pense que la technique a fait qu'on a beaucoup progressé là. La FFR, on peut en parler aussi, c'est que parfois notre œil sur l'image de coronarographie n'est pas capable de dire est-ce qu'il faut, parce qu'on a typiquement des rétrécissements entre 50 et 70%, on l'a dit tout à l'heure, 70% met un stent, en dessous de 50% on laisse des médicaments pour éviter que la plaque se développe, et entre 50 et 70 parfois on ne sait pas trop quoi faire, donc on interroge les malades des fois sur la table en disant vous êtes sûr monsieur, vous n'avez pas de douleur, mais quand vous marchez vous avez mal? Oui, j'ai mal. Bon, ça nous donne un argument supplémentaire pour dire que c'est cette lésion qui est responsable de la douleur, donc on va la traiter. Parce qu'il ne faut pas aussi non plus mettre des stents pour rien, il faut vraiment les justifier. Et on a cet outil, la FFR, c'est un espèce de capteur à pression qu'on va passer dans la coronaire et on va, avant et après le rétrécissement, enregistrer la pression. Et quand on a une chute de 20% de la pression, ça veut dire qu'il faut mettre un stent. C'est-à-dire que 20% de la pression montre que potentiellement à l'effort, le cœur souffre. Donc on va mettre un stent à ce moment-là. Et en dessous de 20%, si on a 10% de chute de pression,
et ben on va dire traitement médical, c'est-à-dire médicament contre le cholestérol et fluidifiant. Ok, trop bien. C'est ça le 0,8, c'est ça? 0,8, c'est ça. C'est ça, c'est 20% de chute de pression? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ok, ça. 0,8, c'est 20%. Et Ok. 0,9, c'est 10%, mais on met pas de stent. Et puis si on est à 0,7, c'est qu'on a 30% de chute de pression. En général, on n'a pas tout le temps des chiffres à 0,7, 0,6, parce que notre œil est capable de voir. 0,6, ça veut dire que l'artère est presque bouchée, donc on n'a pas besoin de cette technique-là. Mais vraiment, pour les cas litigieux, voilà, on s'aide un petit peu de ça. Il y a un petit peu l'intelligence artificielle qui arrive aussi. Alors, toujours à prendre avec des pincettes, puisqu'ils développent des FFR maintenant sans guide, c'est-à-dire on est capable de faire de la physiologie coronaire basée sur les images. Bon, moi, je suis toujours un peu prudent sur ça, puisque l'impact est important. Donc, voilà, même s'il y aura peut-être une évolution sur ce versant-là pour avoir de moins en moins de techniques invasives, puisque, en fait, aller faire une FFR, c'est passer un guide dans un rétrécissement. On peut à tout moment décoller la plaque, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, voilà. C'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin, exact. Mais par contre, ce qui est anodin, c'est de savoir s'il a besoin d'un stent ou pas, et voilà. Ok. Il y a d'autres aspects de l'intelligence artificielle dans ton métier que tu penses qui va un peu perturber les choses ou pas? Peut-être la lecture des électrocardiogrammes pour éviter les erreurs sur les électros. Déjà, ouais. L'électro, ouais. Après, il y a déjà des échographes aussi. J'ai été assez bluffé parce que je vais changer d'échographe et du coup tu m'as passé le numéro de Philippe sans les citer, mais maintenant c'est assez impressionnant ce qu'ils font dans la lecture d'images et tout. Je pense que ça va beaucoup aider notamment sur le temps passé à faire les examens. Ça va nous libérer beaucoup plus de temps pour potentiellement expliquer plus au patient et lui donner plus de conseils pour qu'il soit en meilleure santé. Mais je pense que il y a différents aspects. On n'est pas forcément encore très au courant de ce qui va se passer, mais faudra rester, on va dire, en contact pour ne pas louper le coche, quoi. Après, sur la pose de stent, c'est vrai que c'est un métier plutôt manuel, donc l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas remplacer. Elle ne pourra pas remplacer plutôt, tes deux mains. C'est ça, c'est plutôt un métier manuel, mais c'est sur la décision, quoi. Mais on est déjà bien garni on a de la chance d'avoir ces techniques-là qui permettent de nous assister et de nous orienter quand on va mettre un stent ou qu'on ne doit pas le mettre, par exemple. Donc, trop bien. Voilà. On a fait un bon tour. Il y a des choses que tu voulais adresser, tu voulais en parler ou des questions que tu aurais souhaité que je te pose sur la prise en charge des patients, sur ton métier, sur... Non, je pense qu'on a fait le tour, c'est surtout placer des bons messages au bon moment, quoi. La douleur, ce qui nous aide beaucoup, quoi. La douleur, faut y aller tout de suite, faut bien faire tout le travail de prévention, faut lutter contre les facteurs de risque, et puis si on n'y arrive pas, on mettra à la fin le stent, mais ça doit rester un échec de la prise en charge médicale. Faut vraiment le voir comme ça. Tu fais bien de retoucher parce que effectivement, il y a cette douleur thoracique qui est beaucoup trop négligée. Même il y a parfois j'ai des appels du télésecrétariat en disant j'ai eu cette douleur cette nuit, est-ce que vous pouvez me recevoir en urgence? En fait, non, je pourrais pas vous recevoir en urgence. Si jamais vous avez encore mal, vous allez aux urgences ou vous appelez le SAMU. Il y a trop de patients qui négligent ça, qui n'osent pas ou qui savent pas que le SAMU c'est le 15 et qu'il faut l'appeler et que eux jugeront. Vous avez vraiment un médecin au téléphone et eux jugeront s'il y a une nécessité de se déplacer. S'ils se déplacent, ils pourront faire le diagnostic et pourront clairement vous sauver la vie, parce que les infarctus ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a des douleurs thoraciques typiques, donc tu l'as dit, douleur thoracique rétrostrénale en barre qui radie dans la mâchoire et dans le bras gauche. Ça c'est ce qu'on apprend tous et ce que globalement tous les patients savent, mais il y a parfois il n'y a pas tous les signes. Il y a juste une douleur thoracique, il y a juste le côté gauche, la mâchoire, et quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui dure trop longtemps pour vous, et l'idée c'est qu'il faut vraiment pas hésiter et y aller tout de suite. Parfois on n'a pas de chance. C'est vrai que moi j'avais une histoire quand c'était un de mes premiers stages d'externat. Il y a eu un jeune. Alors ce qui est le plus important aussi, c'est le contexte, c'est-à-dire que est-ce qu'il a des facteurs de risque ou pas. Si on a une douleur dans la poitrine et qu'on n'a pas de facteur de risque, en général, voilà. Et moi j'avais eu un jour j'étais externe, j'ai eu un malade qui a eu une compression juste du poignet, juste du poignet. C'est-à-dire qu'il était venu aux urgences, on lui avait dit bah non, on a regardé votre poignet, vous vous êtes cogné. Non, je me suis pas cogné et tout. Et puis finalement, j'ai à l'époque mon chef de service des urgences qui me dit mais je sais pas pourquoi, il fumait, donc je lui ai fait un électro.
Et en fait, c'était un infarctus sur une compression une compression de bras qui peut être à tout moment traumatique. Bon, ça, c'est des histoires de chasse, mais c'est vrai que parfois, c'est pas anodin, une compression. Alors, surtout quand elle survient à l'effort aussi au début, c'est-à-dire que n'importe quel signe de compression, alors faut pas que ça soit la cheville parce que ça n'arrive jamais, mais une compression du bras ou de la mâchoire ou une douleur dentaire au moment d'un effort, ça peut être, voilà, quand c'est lié à l'effort, c'est lié un manque d'oxygène du cœur, et donc du coup tout symptôme à l'effort est suspect jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à évaluation, quoi. Tu l'as très bien dit. Il y a aussi une chose que je voulais rajouter, c'était que ça soit homme ou femme, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes indemne vous n'avez pas de chance de faire un infarctus. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous pouvez pas faire un infarctus. On l'a tous vu, mais il y a des patients maintenant qui arrivent de plus en plus jeunes. Encore la semaine dernière, 33 ans, monsieur a fait un infarctus, il fumait comme un pompier, il avait des antécédents, mais 33 ans, c'est... Voilà. Donc honnêtement, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, luttez contre les facteurs de risque, et si jamais vous avez le moindre symptôme qui évoque un infarctus, n'hésitez pas à le faire, à le dire, pardon. À appeler le 15, et Thomas. Pas moi directement, mais... merci Thomas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit à Thomas, soit à moi en commentaire. Et voilà, à la prochaine. Si jamais vous avez aimé, likez, bien sûr. Et l'idée, c'est de faire ça avec plusieurs professionnels de santé, de refaire ça avec Thomas si jamais il y a des choses qu'on n'a pas dites. Et pour toujours essayer d'apprendre sur la médecine, sur la santé, de faire de la prévention surtout. Et si jamais on arriverait à qu'une personne ne fasse pas un infarctus, grâce à cette discussion, on va gagner. Salut tout le monde!